Bienvenue à l'Avenir pour tous. Voici une émission qui va traiter de notre combat à venir contre le suicide euthanasique et qui a été diffusée le 11 novembre sur Radio Courtoisie. Parler avec Charles Vaugirard de la face cachée du lobby de l'euthanasie. Vous n'êtes pas sans savoir, évidemment, que l'euthanasie est la grande loi sociétale qui reste la seule chose des deux quinquennats de Macron, avec évidemment la constitutionnalisation de l'avortement. Donc on a et la PMA qui est tout en pour toutes, de mort, une fécondation in vitro de semences anonymes pour les femmes fertiles. D'un point de vue sécuritaire, puisqu'il s'est vraiment beurré sur tout le régalien, il a décidé de nous flanquer l'euthanasie comme étant la vraie conquête progressive. Cette euthanasie, elle est souhaitée de longue date par des groupes de pression, notamment francs-maçons, qui ont été extrêmement actifs dans l'idée de promouvoir cette avancée sociétale qui consiste... Plutôt qu'avancée sociétale, parlons de destruction vitale, puisque ces lois dites sociétales ne font que de la mortification de la vie. À ne plus vous sentir digne, vous n'avez qu'à crever. Charles Vaugirard, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, et dans un petit livre remarquable, publié aux éditions Pierre Tecky, La face cachée du lobby de l'euthanasie, vous nous révélez quelque chose de fascinant, qui est le fait que Pierre Simon, le fondateur de l'ADMD, l'association pour défendre le droit à mourir dans la dignité, est en fait un franc-maçon qui a écrit un livre remarquable où il explique à quel point il est normal que tout le monde meure à partir du moment où il n'est plus en bon état, parce que il ne s'agit pas du tout de sauvegarder la dignité de la personne, mais il s'agit surtout de préserver le capital biologique social, dire en fait la masse indifférenciée des individus qui constituent une race, une nation, une ethnie et une espèce, et on se rend compte en fait que Pierre Simon est eugéniste comme un nazi moyen, comme un Churchill de base, comme un progressiste anglais du 19e siècle, comme un darwiniste social, où il s'agit en fait de considérer que l'individu est un paquet de gènes et qu'il a intérêt à transmettre de bons gènes, et s'il ne transmet pas ces bons gènes, on n'a qu'à le faire mourir. Et donc, nous voici avec Pierre Simon, donc fondateur de cette admirable association pour le droit à mourir dans la dignité, qui nous dit des choses... Que tuer, c'est donner la vie. Et voilà. Il dit ça parce qu'il est gynécologue obstétricien. Bonjour Charles. Bonjour. Donc je salue tous les auditeurs. Je suis frigide comme vous le savez. Et donc j'ai été très frappé effectivement. Je me permets pendant que Richard cherche la vraie citation. Mais en fait il dit ça. Donner la mort à des enfants qui auraient la trisomie 21 par exemple, c'est ça, donner la vraie vie parce qu'elle est de qualité. Oui, voilà, il dit laisser mourir, c'est préserver la vie. Ça, c'est génial. Et en fait, tout le raisonnement de Pierre Simon, donc il exprime dans ce livre qui s'appelle De la vie avant toute chose, qui est un livre de 1979, qui est en fait une autobiographie. Il n'était pas vieux d'ailleurs à cette époque-là, mais il commence déjà une autobiographie pour parler vraiment de ses combats, et il parle de combats, qui est celui de donner une nouvelle définition de la vie humaine. Il dit la vie ne doit plus être définie comme étant un don reçu de quelque chose d'extérieur à l'homme, c'est-à-dire un don reçu de la nature ou évidemment de Dieu. C'est un matériau qu'il faut le considérer. Il utilise le terme de matériau. Et ce matériau, il faut le transmettre sans vice, sans tare. Il faut pouvoir le travailler. Et donc... il est clairement dans une définition de l'eugénisme, parce que c'est à partir de cette définition, de cette nouvelle définition de la vie, qu'il va justifier l'euthanasie, qu'il va justifier l'avortement, qu'il va justifier le contrôle des naissances, et qu'il va justifier ce qu'il lui appelle maîtriser la vie. Il parle même à un moment donné des mutations des manipulations sur l'ADN. Alors il en parle. En fait, ce sont les modifications, les fameuses modifications génétiques. Et le progrès technique. Exactement, il parle du progrès technique. C'est grâce au progrès technique qu'on peut améliorer ce matériau biologique de la vie au risque de supprimer les individus. Exactement. Et il a une vision, alors dans son livre, il a une vision globale. Donc par exemple, il parle de la question des enfants qui à la naissance, dont on constate un handicap. Voilà. Donc, les Mongoliens, il dit. Alors il parle des Mongoliens. Mais en fait, c'est tous les handicaps. Tous les handicaps. Et il faut, selon lui,
Attends, Bien sûr, on peut avorter in utero, mais en fait, même Même après. ex utero, Exactement. il est gynécologue obstétricien, Oui, donc oui, il oui, sait, tout à fait. il accouche les femmes. Il accouche les femmes, oui. Alors, Donc il sait de quoi il parle. il sait de quoi il parle et il a une vision vraiment de... Voilà, il n'hésite pas à dire qu'il faut tuer un être humain à la naissance, hein, et froidement, il le dit comme ça. Il y a aussi, son livre est très très global, hein, parce qu'il parle aussi de l'insémination artificielle, d'une maîtrise de la vie par Il commence par l'insémination la par tiers pilule. donneur. Il commence par Il la commence pilule. par la pilule, par la contraception. Le contrôle des naissances. Exactement. Le contrôle de naissance, le contrôle de la vie. On est dans une vision qui est purement matérialiste, c'est-à-dire que l'homme peut tout, l'homme peut entièrement maîtriser la vie humaine. C'est une vision qui est prométhéenne. D'ailleurs, lui-même, il se compare à Prométhée. C'est absolument fascinant que des gens qui expliquent qu'on doit mourir dans la dignité et qui présentent ça comme la dignité de l'individu sont en fait totalement tributaires d'un discours souterrain, mais qui ressurgit parfois chez eux, où on nous explique en fait que bien sûr il y a des individus, mais surtout il y a l'espèce, et cette espèce est sacrée. Ce n'est pas la mère seule, c'est la collectivité tout entière qui porte l'enfant en son sein. On a l'impression d'entendre On est chez les marxistes. un ministre socialiste nous expliquer que Ouais. l'enfant appartient d'abord à la République. C'est exactement Qui décide. Vincent Payon, ministre de l'Éducation nationale en 2013, sous François Hollande, qui expliquait que la République devait arracher les enfants au déterminisme de leurs parents. Avec les gens qui parlent de mourir dans la dignité, avec les gens de l'ADMD, avec ceux qui sont en train de vous vendre l'euthanasie comme étant le moyen sociétal par excellence de garantir à chacun la véritable dignité, eh ben, en fait, vous n'êtes qu'un élément de l'espèce et c'est cette espèce qu'il faut protéger. Et d'ailleurs, si vous devez mourir, c'est que ça coûte cher à l'espèce de vous maintenir en vie. Bloquer la transmission des tares héréditaires transmissibles connus est un devoir d'espèce, mais c'est d'un racisme. La santé oui, est c'est devenue totalement raciste. propriété collective. Nous cotisons à la sécurité sociale pour la qualité de la vie et la santé de la collectivité. C'est l'espèce qui prime sur l'individu. Et si on En réalité, c'est parce que c'est la technologie qui prime sur l'individu qui aujourd'hui n'est plus rentable. Un eugénisme spéciste, on va dire, au niveau de l'espèce. Tout à fait. Et j'ajouterais aussi que c'est l'eugénisme des comptables. L'eugénisme des comptables, c'est l'eugénisme de l'espèce, ils ne font qu'un, puisque l'argent achète les technologies qui remplacent l'être humain et qui le rendent obsolète et trop cher. Dans les pays où l'euthanasie est légalisée, les soins palliatifs reculent. Et à l'inverse, là où on met des soins palliatifs, l'euthanasie, la demande d'euthanasie dans la population recule. ils ont théorisé le fait que tout le monde puisse se faire massacrer. Exactement. C'est théorisé, c'est pensé, c'est voulu, et on Et fait dans les avancer loges. ça. Alors, dans des loges, comme Pierre Simon Caillavet, hein, c'était... Bah, Ce sont des Touraine, grands il en fait francs-maçons. partie. Hein. Touraine est C'est un franc-maçon. Lyonnais que je connais bien, parce Tout à qu'il a fait. été rapporteur surtout de la loi de PMA aussi. Oui, Et il était un farouche promoteur du mariage homosexuel, qui tout à fait. est l'étape juridique pour transformer la procréation. Ça, je vous en Exactement. dirai un mot après, mais c'est la même globalisation. C'est la même globalisation. Tout est- Globalisation prométhéenne. On maîtrise la vie, on redéfinit la famille, on redéfinit tout. Il n'y a plus de transcendance, il n'y a plus rien. Il y a un homme un être humain soi-disant autonome. En fait, c'est une escroquerie Oui. parce que on n'a aucun choix. Mais Si déjà, ce n'est on celui n'a de pas se le choix de suicider. naître. D'où On n'a ça pas le sort. choix de naître. J'ai Voilà. pas décidé d'être là, moi. Exactement. C'est bien d'ailleurs ce qui m'a converti à Dieu, parce que c'est qui a décidé que je sois là. Bien sûr. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc après, Et- ils auraient tous les droits de choisir, alors qu'ils n'ont pas la racine du choix. C'est Mais scandaleux. Il y a très longtemps, il y avait Dominique Voynet, il y a plus de 20 ans, avait dit « Je n'ai pas eu le choix quant à ma naissance. Je veux avoir le choix concernant ma mort. C'est un de leurs slogans, C'est- un de leurs c'est- arguments. » Complètement aberrant, c'est une folie. Et c'est une folie qui conduit évidemment à la mort, Ouais. mais à la mort de toute cette L'espèce. société-là. De toutes les Parce qu'on voit que la démographie s'effondre. Regardez que la dénatalité. Il y a une dénatalité monstrueuse. Ça ne conduira à rien du tout. C'est une culture de mort qui conduira à la mort. Voilà. Eh bien, mais alors nous allons peut-être avoir un peu d'espérance face à tout ça. J'aime beaucoup le bien satisfait avec lequel on conclut la chose. Voilà. Mais non, justement, on va rebondir. Le Donner, sinon des raisons d'espoir, en tout cas des raisons de s'engager.
Donc le débat n'est pas fini, hein. On parle d'un passage au Sénat En janvier. en janvier et ils Assemblée- espèrent à l'Assemblée février. C'est cela. On va donner maintenant les raisons d'espérer face Merci. à cette loi. Est-ce que c'est ta chronique de 5 minutes? Non, alors pas tout à fait, mais déjà les raisons d'espérer, c'est de savoir qu'il y a des gens qui sont pas contents parce que le Sénat fait de la résistance. Et le Sénat... On est tous sur le cul, si je peux me permettre, parce que le Sénat, au lieu de la franc-maçonnerie, fasse de la résistance, ça Alors veut qu'il dire y en que- a plein, Ouais. ils sont tous là-bas, dont le président, eh bien, ils n'ont pas inscrit à l'ordre du jour, alors qu'ils auraient dû le faire la semaine dernière. Ils n'ont pas inscrit, enfin la semaine il y a 15 jours, ils n'ont pas inscrit l'examen de la loi. Donc, en disant qu'il y a trop d'incertitudes et qu'il faut voter le budget, et notamment le budget de la sécurité sociale, dont cette loi d'euthanasie pourrait effectivement réduire puisqu'il y a évidemment que si on passe à l'euthanasie des personnes en fin de vie, ça fait autant de moins qui sera dépensé à l'hôpital ou dans les soins palliatifs. Voilà. Mais si vous voulez, je peux passer à ma chronique. C'est qu'il y a déjà des gens furieux. Et il y a notamment eu le 4 novembre, parce qu'il faut toujours, vous savez, des personnes emblématiques qui portent le projet. Et là, c'est un gars qu'on connaît bien sur Canal+, qui s'appelle, enfin qui n'y est plus maintenant, parce qu'il a la maladie de Charcot, qui s'appelle Charles Bietri. Et Charles Bietri, qui est un journaliste sportif, on le met en avant, vous voyez, comme un peu, on pousse pour expliquer qu'il ne peut plus vivre comme ça, alors qu'en fait, ça fait 2 ans déjà qu'il dit qu'il va mourir et qu'il n'est plus en état, mais il est quand même en état pour faire une... Alors évidemment, je ne vais pas me moquer de lui, bien sûr, il souffre avec cette maladie, mais il a quand même pu faire une lettre au président de la République avec Olivier Falorni, qui est le porteur de la loi à l'Assemblée nationale, qui est un modem qui était déjà très mécontent contre François Bayrou, qui a scindé la loi en deux, soins palliatifs d'un côté, euthanasie, donc droit à mourir de l'autre. Et il demande, quoi donc maintenant, un référendum. Alors pourquoi un référendum, Charles, à votre avis ? Parce qu'ils sont convaincus que la population française, qui est quand même malheureusement, enfin l'opinion publique, qui selon les sondages est massivement favorable très massivement favorable à l'euthanasie, que le référendum va passer comme une lettre à la poste. Et donc ils sont en train de se retourner comme Macron l'avait dit. D'ailleurs, ça me plaît beaucoup dans votre livre parce que Macron n'a pas de majuscule. J'imagine que vous l'avez fait exprès. Non, je pense que c'est une faute de frappe. Non, je n'oserais pas. Oui, mais vous avez une faute de frappe à plusieurs pages. Hein. Et moi, j'ai bien rigolé en me disant, ils sont tellement furieux qu'ils mettent même pas une majuscule. Non, j'oserais pas quand même. Non, c'est une faute de frappe. Achetez tous la première édition avant que le bouquin ne soit réédité et corrigé. Moi, j'ai cru que c'était sur le PDF et que c'était corrigé. Je vois l'impression et c'est bon. Mais sinon, on adore. Rien que ça, c'est un argument de vente, je trouve. Les arguments d'idées suffisent pour répondre. C'est terrible. Ils envisagent le référendum pour être sûr que ça passe. Je suis content de voir qu'il y a de la résistance au Sénat. L'autre chose aussi qui est source d'espoir, c'est finalement le vote à l'Assemblée nationale. Ça a été beaucoup plus... Alors, on peut être déçu par le vote du RN parce qu'il y a quand même eu 11 ou 12 voix pour... Et puis, pas mal d'abstentions, enfin pas mal, quelques abstentions. Il y a quand même plus de 100 personnes qui ont voté contre, dont Marine Le Pen, je vous rassure. Mais l'UDR, par exemple, Éric Ciotti et ses 11 membres, ou 12, je ne sais plus combien ils sont, c'est du 100%. Et là où c'est plus étonnant, c'est que chez la République En Marche, enfin Renaissance, vous avez quand même un gros tiers qui a voté contre. Tout à fait. Idem chez Horizon. Chez monsieur, comment Édouard il s'appelle oui, voilà, Édouard Philippe. Eh bien, c'est presque à moitié-moitié. Oui. Donc, là, vous avez des petites étincelles, peut-être, qu'on peut raviver grâce à votre ouvrage qui explique quel est donc le plan caché, le plan secret, la taquilla de la destruction de la vie humaine au nom de l'espèce humaine. Derrière. Et alors, j'en profite, si maintenant vous le voulez bien, pour vous faire un petit rappel des lois. Parce que cette doctrine dont nous parle M. Caillavet, M. Pierre Simon et M. Jean-Louis Touraine, ou Forlani, en fait, elle est mise en place en France
dans un ordre, une temporalité qui est très efficace puisqu'elle suit la temporalité de la vie biologique. Et donc, cette temporalité, à la différence des autres pays occidentaux, qui n'ont pas forcément commencé par la procréation, ils n'ont pas changé la contraception et puis l'IVG et puis le mariage. Ils ont commencé par l'euthanasie des adultes. Et vous voyez, il y a quelque chose d'inefficace dans le fait qu'ils ne suivent pas l'ordre biologique pour le détruire dans le bon ordre. Quand vous voulez attaquer quelque chose, il faut commencer du début à la fin. Comme l'Église nous dit, nous devons nous protéger la vie humaine et l'être humain, donc, et la dignité de l'être humain du début à sa fin. Eh bien, ces personnes-là, françaises, cartésiennes, ont bien compris que c'est dans cet ordre-là qu'il fallait agir. Et ça a commencé, donc, on l'a dit, avec la loi de 67, et avec la mise en place du planning familial, donc par ces gens qui étaient dans les cabinets. Vous l'avez très bien redit tout à l'heure. Donc, dès 67, sous le général de Gaulle, ça aussi, il va bien falloir le comprendre. Il n'y a pas que la gauche qui accélère, mais ça commence aussi avec la droite. Ensuite, Giscard, 74, Simon et Simone, Pierre Simon et Simone Veil. Oui. Alors que Simone Veil a toujours demandé à ce que le droit à la vie soit premier. Oui. C'est l'article 1 de la loi de 74, enfin de janvier 75. Et ensuite, il y a une exception à ce droit à la vie dès la procréation, Tout à fait. qui est, dans des cas très précis, très encadrés, une possibilité pour les femmes de pouvoir ne pas poursuivre leur grossesse. Okay, on en était là. Mais on voit que dès le cabinet, derrière, il y a M. Simon qui a une autre idée en tête. Et c'est ça. Et ça, vous voyez, vous nous apportez vraiment quelque chose d'extrêmement précieux pour expliquer ça à nos congénères. Tout à fait. Et en fait, c'est sans faire de jeu de mots, mais c'est une manière de faire avaler la pilule d'une certaine manière, ce morcellement. Quand il y a eu la loi Neuwirth, le général de Gaulle ne pensait pas une seconde que ça allait dégénérer comme ça, parce qu'il n'était absolument pas dans cette logique eugéniste. Alors, ce qu'il y a... ça fait partie des trucs qui étonnent chez de Gaulle. Il lance des machins, il ne se doute pas comment ça va terminer. Voilà, 58. C'était à la fin de son mandat. Ouais, c'est ça. Bon, enfin, moi, je l'aime bien, donc. Non, mais en revanche, sur quoi je voudrais insister, c'est que la loi donc, qui bloque le processus vital biologique va avoir une conséquence immédiate sur la société. C'est quoi ? Mai 68. Ah bah oui. La libération sexuelle, pourquoi ? Et le bordel généralisé, pourquoi ? Eh bien parce que on a dissocié la procréation de la sexualité. Et ça, je vous rappelle que c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans votre livre, où Monsieur Simon dit, ou Cayavet, enfin les autres disent tous, c'est très important d'avoir une sexualité, de faire des enfants sans sexe. Exactement. Vous voyez comme on prépare déjà avec la pilule l'arrivée des fécondations in vitro de 30 ans plus tard. Il en parle lui-même, parce qu'il est un des promoteurs de son vivant de l'insémination artificielle. Voilà. D'ailleurs, il disait que le médecin qui transporte dans sa valise les ovules et le sperme congelés, ça fait partie de la démarche de procréation, comme un rapport sexuel en quelque sorte. C'est ça. Lui, c'était important de pouvoir faire l'amour sans faire d'enfant et faire des enfants sans faire l'amour. Absolument. Séparation totale des deux, et c'est là où est la clé de la maîtrise de la vie. Mais bravo. Et alors, j'ajouterais un deuxième axe de maîtrise de la vie, c'est évidemment le décodage du génome humain. Oui. Quand vous avez le code humain qui n'est plus uniquement biologique, mais qui est rentré dans la même mallette, si vous voulez, d'une certaine façon, mais dans l'ordinateur de la mallette, vous avez préempté la vie. Et c'est avec ce progrès technologique aussi qu'ils se sentent tout-puissants. Est-ce que vous savez que Laurent Alexandre, par exemple, il a son code génétique dans sa poche, sur une disquette. Comme ça, il est sûr de se transmettre, enfin de rester éternellement dans une machine lui-même. C'est vraiment une espérance carcérale absolument stupéfiante. Bon, alors bref. Alors, je vais aller assez vite pour vous dire comment ça va avancer. De pair, donc. En 81 arrive François Mitterrand. Et en fait, vous allez me dire que peut-être je vais un peu loin, mais c'est surtout la suppression de la peine de mort pour les criminels. Et de ce point de vue, on pourrait dire, bon, il protège la vie. Eh bien non, parce qu'en fait, en supprimant la peine de mort pour les criminels,
il donne la mort aux innocents. Et moi, je lis ça aussi avec cette avancée de la mort et cette suprématisation de la mort, notamment quand ça va rentrer dans la Constitution, que ce soit cette peine de mort, ou bien l'IVG, comme nous l'avons vécu il y a maintenant un an, en 2024, quand on a constitutionnalisé la peine de mort, l'euthanasie de l'embryon. Et panthéoniser M. Badinter, pour moi, ça relève exactement de la même chose. C'est panthéoniser la mort de l'innocent. Parallèlement, on avance sur... Là, je vois que vous n'êtes pas tout à fait... Oui, parce que je suis contre la peine de mort. Eh bien, moi, j'étais contre, mais pas quand on met l'IVG dans la Constitution. Voilà. Alors, en fait, vous voyez ce que je veux dire? Que c'est là, deux on inverse... sujets différents. Ah bah non. Mais... Les enfants qui meurent, ils meurent. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Mais qu'ils ne soient pas médicalisés, mais que ça soit qu'on prenne comme moyen d'action le criminel et que lui reste en vie et que l'enfant soit mort, bah c'est la mort qui gagne. Ah, voilà. Je suis d'accord. C'est un paradoxe, en fait. Non, mais ça, c'est ce que je dis. C'est un paradoxe, c'est-à-dire que d'un côté, on abolit la peine de mort. Le pape Léon XIV Votre fameuse société, elle abolit la peine de mort pour celui qui va détruire, mais elle va détruire l'innocent, y compris... C'est d'une incohérence absolue. Sauf si vous dites que la mort gagne. Voilà. Bah là, la mort gagne, ça on est d'accord. Parce que dans la constitutionnalisation de l'IVG, on n'a pas remis le droit à la vie premier. Et oui, je sais bien. Et oui, je sais bien. Et c'est ça qu'il faut faire, si vous voulez. Donc, pour aller assez vite, à partir de 2012... on a eu le CCNE qui disait non, pas d'euthanasie, on reste toujours le rapport le comité Sicard, consultatif national d'éthique. Voilà, avec M. Sicard, puis avec Delfrécy, etc. Sauf que arrive un président de la République de gauche aussi, qui s'appelle M. François Hollande, et qui a dans ses 60 engagements, l'engagement 21, c'est l'aide médicalisée à la fin de vie. Il ne dit pas encore à mourir, mais il dit à la fin de vie. Et le deuxième, c'est l'ouverture du mariage et de l'adoption, c'est-à-dire de la procréation, pour les couples de même sexe. Vous voyez que là, on va modifier, parce que, si je puis me permettre, vous n'en parlez pas dans votre ouvrage de la loi de mariage homosexuel, mais pour moi, c'est l'ouverture sociale de la procréation médicalement assistée que mettra en place en 2021 Macron avec un petit M. Voilà. Et il fera parallèlement avancer, malgré des conventions, des états généraux de bioéthique en 2018, où nous avions dit non à tout, à la PMA sans les semences des gens, PMA anonyme, GPA et tout ce qui va arriver et ce qui va être voté. Nous avons eu, malgré tout, la loi qui a été votée en 2021, avec ces fameux embryons, chimériques, etc., pour en arriver finalement, comme vous le dites, en 2022, à la Convention citoyenne, avec des gens que Tristan de Carnet le rappelle, qui viennent des sociétés d'assurance, la mutualité, parce que eux, ça va leur faire des économies si on... Donc, une convention, je le rappelle, organisée par le gouvernement, prétendument avec des tirages au sort, fortement encadrée en fait par toutes les associations favorables à l'euthanasie, dont on a éliminé quasiment tous ceux qui auraient pu s'y opposer, et avec des groupes de discussion fortement orientés par des personnes donc, qui encadrent ces discussions. Les opposants... On dit, une fois de plus, une prétendue démocratie et en fait un véritable déni de démocratie. Frédéric Rouvillois et... Christophe Boutin ont excellemment analysé ces prétendues avancées démocratiques dans un ouvrage paru à la Nouvelle Librairie. Très bien. Et donc, ces citoyens étaient ceux qui étaient favorables à l'euthanasie, en disant que c'était la représentation de la société, mais comme elle est manipulée, Richard vient de nous le dire, et nous qui voulions intervenir, eh bien, nous, les anti-euthanasie, nous étions, anti cette euthanasie-là, les soins palliatifs et éventuellement la sédation profonde et continue de la loi Leonetti de 2016 pourraient sembler être un palliatif aussi, même si on peut avoir quand même des critiques. Et dernière chose, donc, cette convention aboutit à cette loi qui arrive le 27 mai, qui est votée, dont on vient de parler, et qui va revenir en février. Donc, je terminerai en disant ce qu'il faut de notre point de vue à l'Avenir pour tous, parce que là, je mets ma petite casquette de Frigide de l'Avenir pour tous, c'est de revaloriser le droit à la vie comme un don, comme vous l'avez dit,
comme le disait Axel Kahn, la dignité de l'être humain est inconditionnelle. C'est pas selon son code génétique ou sa jambe cassée ou sa trisomie. Et surtout, c'est peut-être en s'appuyant sur la Cour européenne des droits de l'homme et dans la Constitution, de militer pour le rétablir, puisque c'était la loi Veil. Eh bien, on va le dire qu'on va le faire au nom de Simone Veil. Voilà. C'est très bien vu, c'est très bien senti. Merci beaucoup. Charles Vaugirard, revenons brièvement dans les quelques minutes qui nous restent à votre livre, La face cachée du lobby de l'euthanasie. Affichons la couverture. L'eugénisme de Pierre Simon, fondateur de l'ADMD. Depuis le début, on dit qu'il y a là un discours caché. C'est parce que, en fait, ce livre de la vie avant toute chose, paru aux éditions Mazarine, a en fait disparu, n'a jamais été réédité. Voilà. Alors, on peut quand même le trouver. C'est bizarre, c'est étonnant. Pierre Simon, de la vie avant toute chose, vous tombez sur archive.org et vous pouvez télécharger le bouquin sous plusieurs formats. N'hésitez pas, achetez le livre de Charles Vaugirard, téléchargez gratuitement le bouquin de Pierre Simon qu'il a voulu dissimuler. Pourquoi est-ce que Pierre Simon, à un moment donné, se rend compte en fait qu'il a trop parlé ? Alors, ça reste énigmatique, parce qu'on n'a pas d'explication, on n'a pas de preuve qu'il y ait eu un retrait délibéré. Ce qui est vrai, c'est qu'il n'a pas été réédité, et qu'on a des témoignages de gens qui disent qu'il serait resté très peu de temps dans les librairies et qu'il aurait été retiré du marché. Pourquoi là-dessus ? Mais ce qui est vrai, c'est vrai que c'est un livre qui est complètement passé sous silence. Mais parce qu'il est eugéniste. Ben oui, voilà, c'est ça. C'est aussi simple que ça. C'est très vraisemblablement ça. Simplement, je reste prudent parce que j'ai pas la preuve par neuf. Mais ça ressemble quand même beaucoup à c'est une hypothèse. Ah ben, elles sont eugénistes. Eh bien, le livre est très clair. Hein. Bon, vous savez, ça peut effectivement être traduit en justice. Et je pense qu'ils ont eu peur de ça. Ils ont eu peur de ça. Ils ont eu peur de ça. Et surtout, ça contrevenait à leur communication viscérale, émotionnelle, etc. On voyait la réalité. Tout à fait. Que nous avons maintenant intérêt à dévoiler. Il faut le dévoiler. Et hors nature, qui est de préserver la vie, de sauver la vie de l'autre, cette vie qu'on ne choisit pas, qui n'est pas un matériau, qui est un don, et qu'on donne. Et qu'on donne, qu'on transmet. Et qu'on transmet. C'est pour ça que c'est très grave qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de volonté de transmission, y compris même pas de relations sexuelles chez beaucoup de jeunes aujourd'hui. L'euthanasie, finalement, on va faire des économies, on ne va pas investir dans les soins palliatifs, ça coûte trop cher. Évident. Voilà. Malgré le plan décennal qui a été voté, là, elle a été votée à 100%, la première partie de la loi, sur les soins palliatifs, sur le développement sur 10 ans des soins palliatifs. Mais c'est un chiffre de plusieurs milliards. Et donc, effectivement, ils ont voté, mais ils ne le mettront pas en place, puisque par ailleurs, il faut faire des économies de 44 milliards ou de je ne sais pas combien. Donc, c'est tout à fait, là aussi, c'est paradoxal. Oui, c'est paradoxal, exactement. C'est paradoxal et c'est terrifiant. L'eugénisme des comptables. C'est ça, c'est un eugénisme financier. Et alors, moi, j'ai un ami qui me disait aussi autre chose qui est tout à fait juste, c'est la recherche médicale. Parce que si vous tuez les malades, vous essayez pas de les soigner. Vous ne faites pas avancer la recherche sur le cancer. Et donc, en fait, on régresse même sur l'avancée de la recherche, de la technologie qui pourrait aider à... Au final, la technologie, elle va servir les transhumains à développer de l'IA, des robots, le fameux monde qui va nous remplacer. C'est pour ça qu'on est en dépeuplement comme les vaches. Et puis... on ne soignera pas les maladies. L'Alzheimer, pourquoi on n'avance pas, par exemple ? Oui, tout à fait. C'est une décadence, en fait. C'est une décadence. Un grand remplacement, je dirais. Alors, le grand remplacement par la technique, par l'IA, par le transhumain, qui ne verra jamais le jour. Enfin, post-humain. Laurent Alexandre qui dit que le meilleur renseignant qu'il a jamais eu, c'est ChatGPT 5. C'est ça. Et quand j'ai vu ça hier, j'ai tout de suite tweeté en me disant, mais ces profs est-il donc si nul ? Est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant qu'auditeur de Radio Courtoisie ? Est-ce qu'on peut écrire à son député ? Quels sont les moyens ? À son sénateur, déjà. Écrire à son sénateur, écrire à son député, et à tous les sénateurs. Et à tous les sénateurs. Ça, c'est sûr, il faut faire pression en donnant des arguments, des éléments... et en défendant dans ce livre. Pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas le livre à tous les sénateurs ? Pourquoi pas ? On peut le faire. Il y en a plein qui n'y comprennent rien aux députés.
Alors ça va peut-être être un petit budget, mais ça pourrait vraiment leur ouvrir les yeux. On peut faire ça, oui. Tout à fait, on peut Mais faire ça. Déjà, nous, on va en faire la promotion sur nos sites, nos réseaux numériques et compagnie pour que tout le monde ait cet ouvrage entre les mains. Et puis après, d'aller donner des arguments aux sénateurs et aux députés. Certains sont très spécialisés, les autres ne savent rien. Sur la PMA, il n'était au courant de rien. Il avait voté parce qu'on lui avait dit qu'il fallait pour les femmes, sur leur liberté. Il n'avait pas compris que toutes les femmes fertiles avaient droit à une procréation de stérile et que ça stérilisait donc la jante féminine et masculine au passage. On se battre pour le développement des soins palliatifs. C'est une question d'humanité. C'est une question... Vous avez fait un très beau lapsus tout à l'heure. Vous avez parlé d'aide à l'amour. Oui, et ben, je crois que c'est ça, l'aide à l'amour. Le soin palliatif, c'est donner de l'amour à ces personnes qui sont en train de mourir. C'est ce qui montre que leur vie a eu un sens et que nous sommes là pour les accompagner aux derniers instants. C'est une question, c'est la civilisation de l'amour contre la culture de mort. C'est ça la grande question. Et voilà. Bien, bravo. Surtout pour la Toussaint et le jour des défunts qui n'étaient pas si tout à fait. lointains. Continuons pour eux maintenant. Exactement. Nous sommes diffusés le 11 novembre. Voilà, on fête évidemment l'armistice. On fête le 1,5 million de Français qui sont morts pour que la société française continue, pas pour que l'espèce soit préservée, non pour que la nation française continue, pour que leur fils existe en tant qu'individu et non pas en tant que membre d'un matériau indifférencié qu'est la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé Restons courtois sur Radio Courtoisie. Et rejoignez-nous dès maintenant sur avenirpourtous.fr afin d'y signer notre pétition pour inscrire le droit à la vie premier dans la Constitution du commencement de la vie jusqu'à sa fin naturelle ou naturellement aidée. Et n'oubliez pas de nous soutenir par un don de Noël sur avenirpourtous.fr/donner. Joyeux Noël à vous tous!